Et j'accueille ce matin Damien Abad. Vous êtes député de l'Ain et président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Bonjour Damien Abad. Bonjour. Alors nous sommes ensemble pendant 20 minutes pour couvrir plusieurs sujets d'actualité. Et on va commencer par l'actualité économique, car le constructeur automobile Renault pourrait fermer 4 usines en France. C'est une information du Canard enchaîné. Qu'est-ce que l'État doit faire pour éviter cela ? Eh bien, il faut relancer la machine économique. Très clairement, on voit bien aujourd'hui que le confinement aura des conséquences économiques majeures. J'ai entendu le chiffre de 76% de baisse de vente du secteur automobile aujourd'hui au niveau européen. Et donc, ce que l'on peut constater très clairement, c'est qu'il va y avoir des difficultés économiques, et notamment à la rentrée, et des risques de plans sociaux. Donc, l'État doit être mobilisé pour soutenir et investir stratégiquement dans les filières essentielles comme l'automobile, comme l'aéronautique, comme ces secteurs clés en France qui sont pourvoyeurs d'emplois et créateurs de richesses. Alors précisément sur ce plan social à Renault, il pourrait intervenir avant la rentrée. Il y a une certaine urgence. Je rappelle que l'État est actionnaire à 15% au capital de Renault. Est-ce que l'État doit dire aux constructeurs, eh bien, il faut attendre avant de licencier, avant de réaliser ce plan social ? Il faut en tout cas qu'une discussion se fasse entre partenaires et notamment entre l'État et le constructeur. Je pense qu'aujourd'hui, avoir un plan social avec 3600 emplois menacés, ce n'est pas rien. Et donc, ce n'est pas une décision qui peut se prendre comme cela à la légère. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas précipiter les choses. On démarre à peine le déconfinement et donc il faut pouvoir engager cette reprise économique. C'est d'ailleurs pour ça que chez les Républicains, nous demandons à ce que le projet de relance il ne se fasse pas en septembre. C'est trop tard au mois de septembre. Il faut le faire dès l'été parce que c'est ce qui va permettre d'enclencher la machine économique. Et malheureusement, l'actualité nous le montre que c'est indispensable d'agir dès maintenant, notamment pour les grandes entreprises, notamment pour les constructeurs automobiles, parce qu'on sait que la filière automobile est fortement touchée, elle est impactée et elle va être impactée sur la durée. Mais on ne peut pas se satisfaire de plans sociaux qui vont tomber les uns après les autres, sans discussion, sans négociation et sans perspective d'avenir. Mais est-ce que la relance économique, ça suffit ? Est-ce que dans le cas de Renault, l'État ne doit pas geler ses licenciements, tout simplement ? Vous savez, il y a ensuite une loi économique qui fait que vous pouvez essayer de geler tous les licenciements qu'il faut. Eh bien, c'est impossible. Je dis toujours que tant que les politiques monteront sur les fourreaux de Florange, c'est qu'on n'aura pas compris quel est finalement l'impact économique de tout ça. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse être dans l'anticipation, qu'on puisse réfléchir, par exemple, à des mécanismes d'annulation de charges sociales, qu'on puisse définir ensemble des exonérations éventuellement fiscales, qu'on puisse surtout relancer de l'investissement public. Et dans les investissements stratégiques, peut-être qu'il faut un plan plus important qui permettra, c'est ça la relance, c'est qu'aujourd'hui, combler un manque de demande qu'il y a du fait de la crise économique majeure. Et donc l'État, il doit se substituer parfois. Mais on le sait, je ne crois pas que ce soit des mécanismes de gel de licenciement qui permettront de répondre à ces questions. Non, il faut rentrer dans la négociation et soutenir nos partenaires et soutenir nos constructeurs en France, mais aussi, bien sûr, en exportation à l'étranger. Alors, vous le disiez, il y a un enjeu pour relancer l'économie du pays. Il va y avoir un débat sur le temps de travail des Français. Est-ce qu'il faut mettre fin, au moins temporairement, à la règle des 35 heures ? Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que moi, je préfère qu'on augmente le travail plutôt qu'on licencie les gens. Je pense aussi qu'il faut, non pas une règle, un cadre national, mais je pense qu'il faut donner de la souplesse au niveau des entreprises. Donc moi, je souhaite qu'on ait des accords d'entreprise que là où c'est nécessaire, parce qu'il y a des secteurs où ça sera nécessaire, parce qu'il y a des secteurs où il y aura une mobilisation de l'activité, notamment cet été. Quand vous vendez des tables de jardin, quand vous vendez des choses qui sont très saisonnières, il faudra cette activité intense. Et donc, il faut que la loi le permette d'aller plus loin que les 35 heures. Mais je mets une condition à ça, c'est que le travailler plus doit forcément entraîner le gagner plus. Il est hors de question de passer, par exemple, de 35 à 37 en étant payé 35. Et donc, ça, c'est un point important. Et deuxièmement, il ne faut pas que ça soit général. Pourquoi ? Parce qu'il y a des secteurs qui, eux, vont connaître, par contre, l'activité partielle. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que demain, que dans les cafés, dans les restaurants, il faille travailler plus. Parce que la réalité, c'est qu'il va falloir déjà trouver du travail pour l'ensemble des salariés. Donc il faut du pragmatisme, du cas par cas et donner ce cadre très souple. Donc vous proposez un travailler plus pour gagner plus, c'est-à-dire des heures supplémentaires qui seraient encore plus défiscalisées ? Qui sont déjà bien défiscalisées, notamment sur la partie charges sociales. On pourrait aller un peu plus loin, mais surtout permettre ces heures supplémentaires, permettre cette intensification du temps de travail, cette modulation et au-delà des heures supplémentaires. Je souhaite aussi qu'on ait un cadre qui permette l'annualisation du temps de travail, qu'on puisse peut-être dans certaines semaines travailler davantage que 35 heures et inversement d'autres revenir à 35 heures. C'est cette annualisation qui est nécessaire et ça ne peut pas
Si on le fait dans un cadre national, on le sait, on sera dans un système de blocage. Donc nous devons le faire entreprise par entreprise, secteur par secteur. Alors, Damien Abad, on va parler d'une autre actualité importante. Elle concerne les élections municipales et l'organisation du second tour du scrutin. Le Conseil scientifique n'est pas opposé à organiser ce scrutin au mois de juin. Mais en tout cas, il recommande des mesures sanitaires très strictes avec, par exemple, la modification des règles d'organisation de la campagne. Un scrutin qui serait vraiment sécurisé au niveau sanitaire. Et puis, le Conseil scientifique demande également une nouvelle évaluation dans 15 jours, compte tenu de l'extrême prudence quand même de cet avis du Conseil scientifique. Est-ce que selon vous, il faut organiser les élections municipales en juin? Je suis aussi très prudent, parce que je crois que l'opération électorale en elle-même, elle peut être organisée. Mais c'est tout ce qu'il y a autour, et notamment c'est la question de la campagne qui est posée en tant que telle. Je pense que ça doit être un choix sanitaire, et uniquement un choix sanitaire. Et que donc il faut que les choses soient claires. Soit les conditions sanitaires sont réunies, et alors nous pouvons tenir ce second tour, et le gouvernement doit en décider ainsi. Soit ces conditions sanitaires-là ne sont pas réunies, ou on considère qu'il y a des risques qui sont trop importants. Et alors, il ne faudra pas hésiter à reporter ce second tour. Mais je crois vraiment, et j'insiste sur ça, je pense que ça doit être un choix sanitaire, avant même d'être un choix politique. Je voudrais simplement rajouter un point, c'est que il y a aussi quand même un enjeu économique. On le sait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de communes, beaucoup d'intercommunalités qui ne sont pas installées, et ce n'est pas sans conséquence. Je sais que les Français ne sont pas intéressés par les élections, que ce n'est pas leur problème, et j'en conviens parfaitement. Je dis simplement, il y a juste un petit sujet, c'est l'investissement public. 75% de l'investissement public vient de nos collectivités locales. Et laisser des communes, des intercommunalités, en jachère, sans installation, et mettre une démocratie locale entre parenthèses, ce n'est pas sans conséquence, y compris dans la relance économique. Donc pour vous, il faut attendre 2 semaines et l'avis définitif du Conseil scientifique? Il faut que le gouvernement prenne ses décisions. Aujourd'hui, il y aura une consultation des chefs de parti à Matignon. Je pense qu'à l'issue de cette consultation, il faut qu'une orientation soit claire. Que l'on ait un rendez-vous d'étape, oui. Parce que vous savez, moi j'ai dit, je refuserai de voter les yeux bandés. D'ailleurs, Gérard Larcher et Bernard Retailleau ont la même opinion que nous. Voilà, donc je pense que c'est important qu'on ait ce rapport-là, mais il faut quand même qu'on ait une orientation, parce que moi je me mets à la place des candidates et des candidats. Toutes celles et tous ceux qui vont être candidats, ils ont quand même besoin de savoir s'ils peuvent mener une campagne, s'il va y avoir un vote dans un mois ou pas. Et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain non plus, donc il faut quand même donner une perspective. Et justement, à propos de cette campagne, avec des mesures sanitaires très strictes, l'interdiction de rassemblement, l'interdiction de contact social finalement pendant cette campagne, est-ce que cette campagne est souhaitable au mois de juin ? Elle est difficile, elle prendra certainement une autre forme, peut-être qu'elle se fera davantage avec des outils numériques. Nous-mêmes, on utilise aujourd'hui beaucoup plus la visio. C'est sûr que les réunions publiques, le contact physique, ça sera impossible, y compris dans cette campagne. Donc il faut peser les coûts et les avantages. Est-ce qu'on est sûr qu'au mois de septembre, on pourra avoir une campagne avec des réunions publiques ? Est-ce qu'on est sûr qu'on pourra peut-être faire 2 tours, parce que ce sera nécessaire de faire 2 tours en septembre ? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'il y a moins de risques ? Est-ce qu'il y a moins de risques à faire l'élection en septembre qu'en juin ? Je n'en suis pas sûr non plus, parce que tout dépend de l'évolution épidémique en tant que telle. Donc c'est tous ces éléments-là et toutes ces données sanitaires qu'on a besoin d'avoir. Vous parliez des outils numériques pour réaliser cette campagne qui ne ressemble à aucune autre. Il y a une partie des électeurs qui ne sont pas connectés et qui n'ont pas vraiment accès à ces outils. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faudra aussi, si jamais ces élections se tiennent, lancer une grande campagne de procuration. Je vois bien l'inquiétude des personnes âgées, des personnes dites fragiles, et elles doivent pouvoir voter. Si elles le souhaitent, elles doivent pouvoir le faire. Donc il faut organiser et simplifier le système de procuration, notamment pour les personnes âgées qui ne pourront pas se déplacer parce que par crainte, par peur ou aussi par précaution sanitaire, il faut qu'elles puissent avoir accès au vote. Donc c'est pour ça que tout ceci, ça s'organise. Et aujourd'hui, on est déjà quasiment à 1 mois du rendez-vous peut-être électoral, et donc il y a urgence sur cette organisation. C'est pour ça que je pense que moi, je ne souhaite pas que... Je suis très prudent, très réservé, parce que je crois il faut que les choses se passent dans les meilleures conditions et que tout le monde puisse aller voter s'il souhaite le faire. Et aujourd'hui, je vois bien que peut-être toutes les conditions ne sont pas réunies. Alors, vous le disiez, les chefs de partis politiques vont être concertés aujourd'hui. Hier, c'était les associations d'élus. Il y a eu un échange bref, d'ailleurs, avec le président de la République. Pourquoi le Parlement ne doit pas être consulté et décidé par un vote de cette date électorale ? Mais parce qu'il a déjà été. Parce que le travail parlementaire a déjà été fait, parce que nous avons voté une loi le 23 mars qui dit qu'il y a un rapport au Parlement, à l'Assemblée nationale, qui sera remis le 23 mai, et que donc tout est dans la loi, y compris la date du Conseil des ministres qui va organiser les élections. Donc ça ne sert à rien de revenir à un vote.
On a bien compris la petite manœuvre politicienne qui consiste à ouvrir le parapluie et à mouiller les oppositions sur quelque chose où le gouvernement ne veut pas assumer seul la décision. Sauf que c'est lui seul qui a la décision. Donc on pourra nous consulter autant que l'on veut. À un moment donné, celui qui tranchera en dernier ressort, ce sera le gouvernement. Et c'est comme cela. C'est eux qui sont à responsabilité. Donc nous, on a fait notre part de job. On a fait notre travail parlementaire. Il y a un rapport, il y a une loi qui est très précise, très argumentée sur le sujet. Donc maintenant, c'est une affaire de parti. Et c'est aux partis politiques et c'est au gouvernement de régler cette question. Et en même temps, pour l'organisation du scrutin du premier tour, juste avant le 15 mars, eh bien, la droite parlementaire avait vraiment donné son avis pour justement qu'il y ait un premier tour. Pourquoi ne pas le donner sur le second tour? Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça. Je sais qu'on nous a parfois accusés à tort de dire d'avoir mis la pression sur l'exécutif et autres. La réalité, c'est quoi? Moi, j'y étais à cette réunion à Matignon. Et la dernière réunion, jamais, à aucun moment, le Premier ministre n'a posé la question aux représentants de partis qui étaient autour de la table en disant est-ce que oui ou non vous souhaitez le maintien du premier tour. La deuxième chose, c'est qu'à l'époque on était reçus à Matignon, les cafés et les restaurants ils étaient ouverts, les collèges étaient ouverts et que donc on n'était pas dans la même situation sanitaire. Donc voilà, je crois que et Gérard Larcher, Bruno Retailleau, Christian Jacob, on a tous tenu le même discours, qui est de dire ça doit être un choix sanitaire et regardons les conditions sanitaires. Et c'est au gouvernement de décider. Alors, les maires sortants, notamment les maires des grandes villes, sont un peu moins prudents que vous. Ils veulent absolument organiser ce scrutin du second tour en juin. Vous les comprenez ? Oui, je les comprends, parce que forcément, ils sont sur le terrain, forcément, ils ont fait une campagne, forcément, c'est très frustrant. Surtout quand vous êtes arrivé en tête au premier tour et que vous avez envie de transformer l'essai. Je comprends, tout ça pose des problèmes démocratiques. Et donc, j'entends bien cet appel de terrain. Je le dis aussi, il faut entendre aussi leur argument, qui est un argument économique. Il y a besoin aujourd'hui... Ils ont été élus pour certains, pour d'autres, ils sont en position d'être élus, et ils ont envie de faire des choses. Et ça se comprend, et on a un besoin de faire ces choses-là. Et donc, on peut entendre effectivement cet appel, simplement, les conditions sanitaires doivent être la priorité absolue. On va maintenant parler d'Europe, puisque la France et l'Allemagne, on le sait, se sont mis d'accord sur un plan de relance européen après la crise, un plan de relance de 500 milliards d'euros pour soutenir notamment les régions durement frappées par cette crise du coronavirus. Est-ce que vous saluez cette initiative franco-allemande ? Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, cette initiative franco-allemande était nécessaire et bienvenue. Et oui, ces 500 milliards d'euros vont permettre, en tout cas en partie, de faire face à la crise sans précédent. Mais je le dis aussi, ce sont des prêts. On va passer donc à plus de 1 000 milliards d'euros de prêts européens, mais ça ne suffira pas. Et donc l'enjeu qu'on devra aussi avoir en Europe, et qui a commencé à être pointé par la France et l'Allemagne, c'est quoi? C'est la mise en place d'une souveraineté sanitaire dans les pays, dans les États membres, mais peut-être avec des complémentarités entre ces États membres. Que la France et l'Allemagne, par exemple, travaillent ensemble sur une reconstitution de masques, sur une reconstitution de matériel, de respirateurs. Je pense que ça serait digne et utile. Le seul moment qu'on a vu de solidarité entre les pays européens, c'est au moment où on a transféré les malades d'un pays à l'autre. Mais si aujourd'hui vous demandez à un Italien quelle a été la solidarité européenne, ils vous répondront quasiment zéro. Et donc il nous faut reconstruire cette Europe-là. Et moi, ce qui m'inquiète, au-delà des déclarations, c'est que c'est le différentiel économique et le différentiel de résilience économique et sanitaire entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne résiste mieux économiquement, elle a de meilleures finances publiques, elle résiste mieux sur le plan sanitaire, elle a préservé ses lits de réanimation. Et j'ai peur que cet différentiel-là casse la dynamique du couple franco-allemand. Alors Emmanuel Macron veut créer une Europe de la santé pour produire des masques, des tests et des médicaments. C'est une bonne solution ? Oui, mais là encore, ce sont des déclarations très intéressantes, mais il faut passer au stage d'acte. Et la difficulté, c'est qu'il va falloir obtenir un accord à 27. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire avec les 27. Et je pense même que si on ne peut pas le faire avec les 27, il faudra quand même le faire à quelques-uns, et notamment avec l'Allemagne. Parce que c'est essentiel. Sur les tests, pourquoi l'Allemagne a testé 3 fois, 4 fois, parfois même 5 fois plus que nous ? Ça me pose question, ça nous pose interrogation. Comment se fait-il que l'Allemagne, en même temps que la France, dépense moins dans sa santé? Les dépenses de santé dans le PIB sont inférieures en Allemagne qu'en France. Et pourtant, elles ont plus de lits de réanimation qu'en France. Comment se fait-il qu'en France, on ait 35% des emplois hospitaliers qui ne sont pas des emplois médicaux ni paramédicaux? C'est là où on doit regarder et analyser les choses. Et justement, on va en parler de l'hôpital public français, puisque lundi prochain, le gouvernement organise une grande concertation avec les acteurs de la santé pour préparer un nouveau plan en faveur de l'hôpital. Est-ce que vous saluez cette initiative du gouvernement qui souhaite notamment augmenter la rémunération du personnel hospitalier ? Non, parce que je trouve que cette initiative est injuste, déséquilibrée et partiale. Je pense que le gouvernement s'est enfermé, encore une fois, dans une logique technocratique, bureaucratique, qui fait que ce qui était une bonne idée au départ, c'est-à-dire verser une prime aux soignants,
va au final être une vraie usine à gaz. Nous souhaitons, nous, chez les Républicains, qu'il y ait une harmonisation de cette prime entre les territoires. Parce que c'est injuste de dire à un département vert, mais dans un hôpital qui avait un service Covid+, ou qui a été mobilisé matin, midi et soir, jour et nuit, de lui dire, vous n'aurez pas la prime bonifiée parce que votre département était en vert et que le département rouge, parfois qui est à 10 km ou à 20 km, lui verra sa prime bonifiée. Donc il y a une harmonisation à trouver, il y a un cadre à trouver. Et la deuxième chose, je voudrais dire, c'est qu'au-delà des primes, ce qu'il faut surtout travailler et envisager, c'est une politique de reconnaissance salariale. Et c'est une politique salariale qui doit aller plus loin. Moi, je souhaite plutôt une loi de programmation sanitaire qui permettrait justement une augmentation des salaires sur la durée et pas simplement une prime qui vise à acheter la paix sociale de court terme. Sur le temps de travail à l'hôpital, Olivier Véran parle d'assouplissement pour certains personnels. Quelle va être la proposition des Républicains sur le temps de travail ? Moi, je l'assume. Les 35 heures ont cassé l'hôpital public en France. Et il faut le dire tel quel. Et même si ça ne fait pas plaisir aux syndicats, il faut le dire. Parce que la réalité, c'est quand même celle-là. Donc oui, il faut réorganiser le temps de travail. Mais ça veut dire aussi avoir des salaires supplémentaires. Franchement, est-ce que vous préférez une infirmière qui travaille 35 heures et qui est gagne à peine plus que le SMIC, ou est-ce qu'on est en capacité d'augmenter massivement les salaires des infirmières, mais que la contrepartie de ça, c'est une augmentation du temps de travail, comme ça se fait dans les autres pays européens. Mais moi, très clairement, je choisis cette deuxième voie. Et il ne peut pas y avoir deux en même temps, parce que je vois le gouvernement hésiter, faire une espèce de valse à 3 temps pour personne se mettre à dos. La réalité, c'est qu'il faut assumer ce choix politique et économique. Parlons maintenant du déconfinement, puisque cela fait 10 jours que les Français sont en train de se déconfiner. Et dans 2 semaines, à l'Assemblée nationale, il y aura un débat sur la fameuse application Stop Covid de traçage numérique des citoyens sur la base du volontariat pendant la période de déconfinement. Quelle va être la position des députés Les Républicains sur cette application ? Bon, nous allons en discuter en réunion de groupe lundi, mais nous avons beaucoup de réserves. Beaucoup de réserves et beaucoup d'interrogations à double titre. D'abord, la question des libertés publiques, elle ne peut pas passer par perte et profit. Ok, on est en crise sanitaire, ok, il faut tracer, il faut faire du tracking, mais enfin, on est quand même aussi un pays de liberté, on n'a pas la culture d'un pays asiatique, et il faut entendre cela. Et donc la question des libertés, elle ne peut pas être éludée. Deuxième chose qui m'inquiète beaucoup, c'est la question de l'efficacité économique du modèle. Je vous le dis comme je le pense, je ne crois pas à un modèle basé sur l'anonymat et le volontariat. D'ailleurs, je prends juste un exemple, Israël, qui a mis en place ce modèle-là, a transformé ce modèle par la contrainte et le caractère obligatoire parce qu'il voyait bien que ça montrait ses limites. Sauf que je pense qu'en France, nous ne sommes pas prêts à aller vers ce modèle-là et vers ce-là. Donc ça veut dire quoi ? Ma crainte, c'est que ça soit une application gadget, une application qui arrive trop tard, une application qui pose des problèmes en termes de liberté publique et une application dont l'efficacité coût-avantage, finalement, soit négative. Donc nous avons beaucoup de réserves. Alors, dans le débat sur la gestion du gouvernement dans cette crise sanitaire, les 2 assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, vont lancer leur commission d'enquête au mois de juin. Le pays est encore en crise actuellement. Est-ce que c'était le bon moment pour enquêter ? Moi, j'avais proposé le mois de septembre, parce que je considère qu'il y a 3 temps, le temps de la gestion de crise, le temps de la relance économique et ensuite le temps de l'analyse. Le Sénat a fait un choix d'avancer cette commission d'enquête. À partir du moment où cette commission d'enquête va s'installer au mois de juin au Sénat, il faut que l'Assemblée nationale coordonne et on ait une concordance de calendrier entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc, nous installerons très certainement cette commission d'enquête dans le courant du mois de juin. Les choses doivent être décidées. D'abord, nous avons une mission d'information qui doit produire un rapport d'étape et ensuite, il y aura cette installation de commission d'enquête. Mais mon choix initial était le mois de septembre. Il n'y a pas de course actuellement entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur la date de cette commission d'enquête ? Non, il y a simplement une convergence. Comment les Français peuvent comprendre que, par exemple, le Sénat lance sa commission d'enquête au mois de juin et que l'Assemblée nationale le fera au mois de septembre ? Voilà, donc je pense qu'il faut une concordance, une convergence. Non, il n'y a pas de course, parce que je pense qu'on peut être tout à fait complémentaires. Et c'est normal que les assemblées se saisissent et qu'une commission d'enquête soit là, non pas pour faire un tribunal populaire, mais pour pointer la responsabilité politique, les dysfonctionnements et les défaillances qu'il y a eu pendant cette crise. Damien Abad, une question plus politique sur la droite pendant cette crise sanitaire. Beaucoup de personnalités à droite se sont exprimées, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau, vous-même, mais on a l'impression qu'il n'y a pas encore une voix unique pour représenter la droite dans la période actuelle. Comment se passe la reconstruction de votre famille politique ? Oui, vous avez raison, parce que le temps de l'incarnation et de la présidentielle viendra, il n'est pas encore venu, et donc notre enjeu à nous, c'est d'abord, il y a eu plusieurs voix, mais vous avez quand même pu noter, et ça c'est une première, qu'il n'y a pas eu de voix dissonante. Nous avons chassé en meute, nous avons porté le fer. Et en tant que président de groupe à l'Assemblée nationale,
je ne peux pas être absent. On nous dit oui, mais il faut faire attention, on est dans un moment de sanitaire où il faut une unité nationale. Mais ce n'est pas mettre la poussière sous le tapis. On doit soulever des questions. Il y a des interrogations, il y a des questions que se posent les Français sur les masques, sur les tests, sur la situation dans nos EHPAD, sur la relance économique. Qu'est-ce que je note? Je note que les Républicains ont été la seule force politique d'opposition à faire des propositions. Nous avons mis un plan de déconfinement avec 50 propositions sur la table, 72 heures avant le gouvernement. Aucune autre opposition n'a fait cela. Pourquoi? Parce que notre rôle, c'est d'être une opposition constructive, responsable, active, qui dit au gouvernement, voilà, nous on est force de proposition. Maintenant, il faut que vous nous entendiez. On ne peut pas dire matin, midi et soir, oui, il faut associer tout le monde, il faut l'unité nationale. Et quand on arrive à l'Assemblée nationale, avoir toujours ce réflexe qui fait que bien chaque jour, il y a un membre de la République En Marche qui s'en va parce qu'il ne se sent pas à l'aise dans le groupe. Donc voilà, donc nous, on a été utiles, on a été force de proposition et je pense qu'on a montré une belle image de la droite pendant cette crise. Et justement, pour finir rapidement, l'effritement de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale de la République En Marche qui perd sa majorité absolue, comment vous l'expliquez? Oui, ben je l'explique parce que un groupe politique, ce n'est pas une caserne militaire et donc le caractère martial ne fonctionne pas. Vous savez, on nous a dit parfois, vous savez, les Républicains, vous ne votez pas toujours pareil, vous êtes divisés. Non, on n'est pas divisé, on est libre. Mais ce que je souhaite pour tous les groupes politiques, c'est d'être libre. Merci beaucoup, Damien Abad, d'avoir été notre invité politique ce matin sur le plateau de Bonjour chez vous.